Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Contre la hausse du prix de l'électricité, Nyobany Nyolank appelle à la mobilisation cet après-midi. Place Obélisque, rond-point RTS. Mobilisation également demain pour la délocalisation de la décharge de Mbebes. La cravache contre les mauvais payeurs bénéficiaires de la DER. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération fait dans la menace. Amadou Khot sera dans ce grand journal. La Fédération des paysans du bassin arachidier appelle à la fin de la mafia dans la distribution des intrants agricoles et également des sanctions contre les responsables APR bénéficiaires de quotas. Retour à Bara, localité d'où a pris départ l'embarcation de Fortune une semaine après le drame au large des côtes mauritaniennes. Rescapés et habitants de cette localité située sur la rive nord du fleuve Gambie racontent leur souffrance dans un reportage que signe notre correspondant Ouri Diallo à suivre. Les actualités internationales, Sornana Tambaye. Cette proposition de loi qui risque de rouvrir des blessures et de faire débat en Mauritanie, une parlementaire soumet à l'Assemblée nationale une loi portant création d'une commission vérité et réconciliation. C'est pour faire la lumière sur le conflit sénégalo-mauritanien entre 1989 et 1991. En Guinée-Bissau, les deux candidats à la présidentielle entament la campagne électorale en vue du second tour. Domingos Simoes Pereira tiendra un meeting politique pour commencer et Oumaro Sissoko Mbalo fera du porte-à-porte. Et puis l'Algérie a un nouveau président. Abdelmajid Tebboune a été élu au premier tour avec 58,15% des suffrages. Développement à partir de midi et quart. Les sports, cher Tidiane Diagne. Sadio Mané au Paris Saint-Germain. Le projet est en gestation, même s'il est encore trop loin d'être réalisé par le club francilien. Le moment est inopportun pour l'attaquant sénégalais, d'après Abdoulaye Diaw, chroniqueur à RFM. Vous l'entendrez dans ce journal. Nous allons aussi parler de la Ligue 1 sénégalaise qui va entamer demain sa deuxième journée en attraction Djambar Kaza, Tiaraf à Espikin. Fin du marathon budgétaire 2019-2020, on évalue d'un point de vue. Ce sera à partir de midi et 35 minutes. À la technique de ce grand journal, Alioune Ba est toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Contre la hausse du prix du courant et pour la délocalisation de la décharge de Mbebes, manifestation du mouvement Nyolank Nyobany cet après-midi, place de l'Obélisque, rond-point RTS, marche autorisée par le préfet de Dakar et à l'appel du collectif pour la reconversion de la décharge de Mbebes. Ce sera demain. Les membres de ces deux collectifs étaient dans RFM Matin. Georges Dejidiopin. Hier, le collectif a appelé à une grande mobilisation. Cet après-midi, Fadel Barro de Yanamar, dans RFM Matin, dit être convaincu que les Sénégalais vont répondre à l'appel pour dire non à la hausse du prix de l'électricité et exiger la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Les Sénégalais n'ont pas épuisé leur capacité d'indignation comme certains le laissent croire. On ne peut pas se décourager d'un peuple. Le peuple sénégalais a toujours montré que quand leur intérêt est menacé, ils sont capables de s'indigner, de s'organiser. C'est vrai qu'il y a eu des péripéties parce qu'il y a eu des manifestations avant, mais aujourd'hui, il est l'heure de venir. De venir parce qu'il y a des Sénégalais qui, au moment où certains dorment, eux, ils sont en prison pour leur bien-être. Il y a des Sénégalais au moment où certains sont en train, dans le cadre d'un Diefour national, de montrer à quel point il n'y a que leur cupidité qui compte et c'est malheureusement eux qui nous gouvernent. Moi, je n'ai aucun doute que ce rassemblement a déjà un succès et les Sénégalais ont déjà compris le sens de ce combat. On sera aussi à la décharge de Mbebes. Un rassemblement pacifique devant la décharge de Mbebes. Malika et environ ne veulent plus cohabiter avec les ordures et autres déchets qui constituent une menace pour leur santé et l'environnement. Mamadou Fall Malcolm est le président du collectif pour la reconversion de la décharge de Mbebes dans RFM Matin. Pour monter notre indignation face à cette décharge qui est une bombe écologique pour toute la région de Dakar. Déjà, nous focalisons sur l'acte 1. Après, on va voir ce qu'on va faire pour acte 2. On a déjà tout planifié. Déjà, toutes nos forces et nos énergies, on le fait pour exiger la fermeture définitive de la décharge de Mbebes. C'est pas normal au XXIe siècle, une décharge à ciel ouvert en plein cœur de Dakar, maintenant qu'il y a un bombe écologique pour toute la région de Dakar. Le rassemblement est prévu demain à 15h. Les organisateurs visent 50 000 participants au moins. Nombreux sont les habitants de la banlieue qui comptent rallier la place de l'Obélisque cet après-midi pour marcher aux côtés de Nyolank Nyobany. Notre reporter les a rencontrés devant l'agence Sénélec Guédiawaye. Salif Sow.
Babacar Khouma vient de passer à la caisse de l'agence Sénélec de Guédiawaye. Je viens de payer, ça fait même pas 5 000, 26 900 francs. Je n'ai jamais payé ça. À la manifestation de cet après-midi, il y sera. Évidemment. Pour dénoncer, dit-il, la hausse du prix de l'électricité. À chaque fois, il y a la facture d'eau, la facture d'électricité qui dépasse notre propre moyen. Vous serez à la marche? Évidemment, nous sommes obligés d'aller à la marche. Ça, c'est incontournable, nous y serons. Omar Diallo, boutiquier de son état à Unité 2 des Parcelles Assainies, sera lui aussi de la partie pour dire non. En revanche, le vieux Dia, au-dessus de ses 60 ans, ne sera pas à Colobane, mais il est de tout cœur avec les manifestants. Pour lui, trop, c'est trop. Oui, ce qu'ils font, c'est leur droit. C'est parce qu'ils le font pour tout le monde. On est des retraités. Un autre retraité a vu sa facture d'électricité passer du simple au double. C'est notre premier interlocuteur. Il crie ici sa colère. D'habitude, je paye 15 000 ou 16 000 au maximum. Aujourd'hui, je viens de payer 26 900 francs. Notre dernière interlocutrice est une vieille femme. Elle épouse la position des précédents intervenants. De l'électricité dans l'air, il y en a. Sans jeu de mots. Les gens sont surpris parce que Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération met en garde les bénéficiaires de la DER, remboursement des financements obligatoires selon Amadou Khot, qui ajoute que l'État prendra toutes les mesures idoines contre les mauvais payeurs, au micro de Amadou Sabarba. Je vais également rappeler à tous les ayants droit, aux futurs bénéficiaires et aux bénéficiaires passés des financements de la DER, que les financements sont des prêts remboursables. Ce ne sont ni des dons, ni des financements non remboursables. Je voudrais insister là-dessus. Si les gens ne remboursent pas, la DER a les outils pour les forcer à rembourser. Et l'État soutient la DER sur cette démarche parce que c'est de l'argent de tous les contribuables. Ce sont des prêts que nous prenons, que nous allons devoir rembourser. Et c'est tout le peuple sénégalais qui va rembourser. Donc chaque bénéficiaire devra rembourser jusqu'au dernier centime. Ce n'est pas des cadeaux, je le répète encore, et la DER a reçu des instructions là-dessus. Parce que si les gens ne remboursent pas, cette initiative va mourir comme toutes les initiatives qu'on voit un peu partout en Afrique. Il faut que les gens remboursent. Donc il faut que la DER sélectionne les meilleurs projets et que ces personnes, ces hommes et ces femmes, ces jeunes fassent tout pour rembourser les crédits, pour que demain, ils puissent obtenir d'autres crédits pour faire d'autres projets. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération s'exprimait en marge de la signature de convention ce matin entre la BAD et l'État du Sénégal. 41 milliards 5 pour la phase numéro 1 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes. Baisse sur le prix du sac de 50 kg de la farine boulangère de 18 000 francs à 17 300 francs, soit 700 francs de diminution depuis le 14 octobre dernier. À Fatick, un conseil régional de la consommation s'est tenu. Il a été retenu que le prix de la baguette de pain sera aligné à celui de Dakar et des contrôles seront faits contre les vendeurs récalcitrants. Aminata Goudjabi. Cette réunion du conseil régional de la consommation de Fatick fait suite à la baisse du prix de la farine boulangère survenue le 14 octobre dernier à Dakar. Après évaluation des frais de transport et de manutention, autorités administratives, commerçants et consommateurs ont statué sur les nouveaux prix homologués au niveau régional. Babacar Diouf est le chef du service régional du commerce de Fatick. On a retenu pour le département de Fatick et le département de Gossas les prix suivants: 17 640 francs pour le prix de 50 kg la farine de blé et 17 760 pour la farine aussi de blé de type 55 au niveau de Foundiougne. En ce qui concerne les prix du pain, on a retenu les mêmes formats et les mêmes prix qui ont été homologués à Dakar. Et pour l'application de ces nouveaux prix, un contrôle minutieux sera fait de façon régulière et toute réticence fera l'objet d'une sanction, selon Babacar Diouf. Nos services vont se déployer sur le terrain pour faire un contrôle au niveau des grossistes et surtout au niveau des boulangeries pour le respect du poids du pain et aussi du prix du pain. Des sanctions aussi seront prononcées par rapport à toute personne qui va enfreindre la loi par rapport à ces poids qui sont homologués au niveau régional. Les sanctions pécuniaires vont de 25 000 francs à 50 millions. L'affichage des nouveaux prix devant les boulangeries est aussi obligatoire selon l'adjoint du gouverneur de Fatick chargé du développement Sémou Diouf. Les boulangers, ceux qui commercialisent le pain, donc ils ont une obligation d'afficher les prix. Dès l'instant que tout cela sera
sera acté, donc il y aura une obligation pour eux donc d'afficher ces prix-là donc au devant de leur établissement. Un procès verbal de cette réunion du Conseil régional de la consommation sera remis au ministre du Commerce pour une application immédiate de ces nouveaux prix. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Les révélations de Moustapha Cissé Lo confirmées par Yakham Mbaye sur cette mafia qui existe sur le partage des intrants agricoles irrite la Fédération des paysans du bassin arachidier. Elle exige une enquête sérieuse et des sanctions à l'encontre de ces délinquants à col blanc. Correspondance Ibrahima Djamé. C'est une véritable mafia organisée autour des intrants agricoles au plus haut sommet de l'État. Le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier, Ibrahima Badiane, qui le qualifie ainsi, déclare que cela date de très longtemps. Ils l'ont toujours dénoncé, mais ils n'ont jamais été écoutés. Donc c'est clair aujourd'hui, du fait qu'eux-mêmes ils se sont prononcés pour vraiment indexer des gens, ce qui prouve que nous qui sommes dans le monde rural, nous savons effectivement ce qui se passe. Le président de la République est en train de faire de grands efforts vis-à-vis des producteurs. Mais j'ai toujours dit que les ayants droit ne sont pas servis, ce sont d'autres qui sont servis. Maintenant, le deal ayant éclaté au grand jour à la place publique au sud de tout le monde, la Fédération des paysans du bassin arachidier demande au chef de l'État de prendre ses responsabilités et de sanctionner lourdement les délinquants qui se nourrissent sur le dos des paysans. Nous, notre cas, c'est de dire au président de revoir la situation. Parce que quand un producteur, le vrai paysan, est servi moins de 100 kg, 50 kg, et que des responsables politiques qui sont là pour la population se servent au détriment de ces gens, je crois bien que ça c'est une catastrophe dans ce pays. Et voilà ce qui fausse toujours le bilan de la campagne agricole. Là, j'indexe le ministère de l'Agriculture. Ça doit automatiquement arrêter. Et le président de la République doit prendre des sanctions. Le marathon du déballage sur la mafia autour des intrants agricoles a démarré à l'Assemblée nationale avec Moustapha Cissé Lo qui a dénoncé des pratiques qui frisent la colère avant d'être cité par Yakham Mbaye, un autre responsable au plus haut sommet de l'État qui l'accuse d'avoir reçu plus de 4000 tonnes de semences et d'engrais. Ibrahim Djamé Kaoulak, Radio Futur Média. À Tambacounda, Ibrahima Djamé, les producteurs de bananes déplorent, eux, les lenteurs notées dans la mise en exécution du programme national autosuffisance en bananes, programme estimé à 2 milliards de francs CFA. Moussa Oumar Gueye. L'association des producteurs de bananes de la vallée du fleuve Gambie tire la sonnette d'alarme et sollicite auprès du chef de l'État un encadrement adéquat, faute de quoi les petits producteurs risquent de disparaître de la filière. La Provac déplore tout aussi les lenteurs par rapport à l'effectivité de l'aménagement des 500 hectares, soit 2 milliards 500 millions de francs CFA pour le programme national autosuffisance en bananes. Mamadou Ciss, le secrétaire exécutif de la Provac. Parce que toutes les superficies qu'ils nous avaient promis ont été défrichées, mais actuellement il y a un grand blocage depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, on n'a pas d'informations autour de ce projet. Mais en même temps, nous interpellons le chef de l'État parce que la filière banane est actuellement très menacée. Tous les petits producteurs sont dans une grande peur. Beaucoup de grands investisseurs qui sont entrés dans la danse. Et actuellement, on est en train de voir que malgré les investissements que le chef de l'État est en train de faire dans la filière banane, s'il n'y a pas un bon encadrement, on tendra vers la disparition des petits producteurs au détriment des grands investisseurs qui sont là. Valentin Beng, l'ex-président de la Provac, ainsi que les autres responsables ont rendu un vibrant hommage à feu Madame Germaine qui s'est battue corps et âme pour l'accès des femmes au foncier. Pour rappel, l'agroécologie, une niche d'opportunité pour l'employabilité des jeunes, est le thème choisi pour la première édition de la journée régionale de la banane. Moussa Oumargui, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Et vous écoutez le grand journal sur la radio en puissance à 12h14. Le Sénégal n'est pas très bien loti en matière d'imagerie médicale en cardiologie comparé à la tendance mondiale. Professeur Abdoul Khan appelle les autorités à faire davantage d'efforts. Il est le président de la Société sénégalaise de cardiologie. C'était à l'ouverture du congrès Cardiotech qui se tient à Dakar. Au micro de Awambaye. Il y a toujours deux façons de voir les choses, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide.
Si nous nous comparons à l'environnement africain, on va dire que le verre est à moitié plein. C'est-à-dire que le Sénégal, aujourd'hui, grâce aux efforts des uns et des autres, commence à s'équiper au point de vue technologique. Et on va dire que dans la sous-région, nous faisons partie des pays les mieux dotés. Mais après, il faudrait vraiment qu'on prenne tous conscience que l'Afrique en général, le Sénégal, malheureusement, est aussi dans ce lot-là, est très en retard par rapport aux différentes techniques. Aujourd'hui, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire est très importante pour la cardiologie. Nous n'avons qu'une machine pour l'ensemble du Sénégal pour regarder le cœur. Le scanner pour regarder le cœur nécessite un scanner très évolué. Nous n'en avons pas 3 ou 4 sur l'ensemble du pays. L'échographie est un examen très important qu'on retrouve dans tous les cabinets, mais l'échographie aussi a connu des progrès fulgurants et malheureusement, ces appareils d'échographie performants pour aller regarder les choses subtiles, nous en disposons certes, mais nous n'en avons pas suffisamment. Et donc c'est aussi pour nous un plaidoyer pour dire nous sommes des Africains, nous sommes des Sénégalais, nous devons être dans les standards européens, dans les standards internationaux. Vu sous cet angle, nous avons encore des efforts à fournir, mais encore une fois, oui, ne boudons pas quand même ce qui est en train d'être fait, mais nous voudrions vraiment que les gens prennent conscience qu'on aimerait que la cardiologie sénégalaise soit à un niveau supérieur. Et ce n'est pas trop demandé, docteur. Le thème du congrès Cardiotech, imagerie médicale de l'insuffisance cardiaque. Un dispositif de suivi pathologique ou psychologique plus que nécessaire dans la police. Il s'agit d'anticiper sur des actes souvent irréparables au sein de la police, comme ce qui s'est passé cette semaine avec le suicide du jeune policier. Pour d'anciens commissaires de police, c'est au niveau de la sélection et du recrutement qu'il faut évaluer l'état psychologique des candidats. Nafissa Toussila. On a des tares. Le système médical des armées de la police ne comprend pas de segment qui permet d'anticiper sur les problèmes de déficience mentale. Selon l'ancien commissaire de police, un encadrement est essentiel pour anticiper sur de nombreux actes irréparables. Le comportement des agents est à surveiller pour plusieurs raisons. Chirna Keita. Tant au plan mais aussi au plan de l'attention et du suivi médical, de l'accompagnement médical du suivi, mais aussi au plan de l'encadrement sur le terrain. Apprendre aux chefs à devenir plus vigilants et les orienter dans l'observation. Dans l'observation, leur dire de prêter plus attention au comportement des hommes et de signaler tout indice de déficience mentale. Parce qu'effectivement, quand des gens sont habilités à user de la force légale, ils détiennent des armes, ils détiennent des moyens d'exercer la violence, c'est très important qu'on se préoccupe de savoir. Ils peuvent déraper. Pour le colonel à la retraite Aliou Ndiaye, la police ne dispose pas d'un cadre de suivi psychologique. Au niveau de la police, il n'y a pas de psychologue. Par contre, il y a un médecin généraliste qui est souvent d'ailleurs un médecin militaire affecté au niveau de la police pour globalement l'état de santé des agents de police. S'ils décèdent des policiers des cas de troubles mentaux, rien ne l'empêche, lui, médecin, de l'envoyer auprès des services de l'État appropriés pour que celui-là fasse l'objet d'un traitement adéquat. Et pour lui, même si la police n'en dispose pas, les policiers se doivent d'être attentionnés à tout comportement suspect. Mais à chaque fois qu'un chef de service se rend compte que le comportement d'un élément n'est pas adéquat avec le service, mais il l'envoie auprès du médecin de la police, qui est un médecin militaire, et celui-là le prend en charge. Il y a eu des cas connus de policiers malades mentaux et qui ont été traités dans les structures de l'État à Fann, à Thiaroye, ou même à l'hôpital principal. Pour l'ancien commissaire de police, au-delà du suivi, il faut insister déjà sur la sélection. Il faut qu'on apprenne de cette erreur-là. On ne laisse pas n'importe qui venir à la police parce que les gens qui viennent, les candidats, sont examinés médicalement. Mais examiner médicalement, c'est leur santé physique, leur capacité à suivre les efforts que leur impose le métier, leurs conditions de santé, le fait qu'ils soient en bonne santé en arrivant. Mais la bonne santé physique n'inclut pas forcément la santé mentale et l'équilibre mental. Donc ce segment-là doit être introduit, on doit y prêter attention sous la forme de tests ou d'autres examens que des spécialistes vont prescrire ou vont conseiller. Il faut trouver quelque chose. Les forces de sécurité sont censées prendre nos vies en main, mais il faut d'abord qu'elles soient aptes. Une semaine après la tragédie de Nouadhibou, retour à Bara sur la rive nord du fleuve Gambie et où l'embarcation de fortune avait pris départ. Notre correspondant à Banjul a trouvé sur place un village toujours affligé. Rescapés et habitants racontent leur souffrance dans ce reportage signé Ouri Diallo.
Partant de Banjul, dans la mer, à bord d'un ferry, 33 minutes chrono, nous sommes à Bara, chez le rescapé Baba Seyindou. En fait, c'est notre bateau qui est tombé en panne. On n'avait pas assez d'essence. On n'était pas trop loin de la partie continentale. Moi qui ne dormais pas, quand j'ai vu le bateau en train de se renverser, alors que j'étais quelque part de très élevé, j'ai pris mes dispositions. Je savais nager aussi. Mon père étant pêcheur, il m'a formé. Il fallait voir la scène. C'était vraiment triste. Il y avait beaucoup de femmes. Elles ne savaient même pas nager. Beaucoup d'hommes aussi. Il y avait des cadavres partout. Quand le bateau a commencé à se renverser, c'était vraiment le sauve qui peut. Personne ne se souciait de son ami ou de son compagnon. J'ai risqué ma vie parce que chaque jour me réveiller et voir mes parents dans cette pauvreté, je n'en pouvais plus. Lui-là, c'est mon enfant. Leur seule ambition, c'était pouvoir nous aider à sortir de cette pauvreté. Regardez par exemple, moi je passe mon temps à vendre de l'eau ici, mais même pour voir un client, c'est tout un problème. C'est triste, mais on s'en remet à Dieu. Bara ne sait pas encore combien de ses fils sont péris dans le naufrage, mais pour ce qui est des causes de leur souffrance, le vice-président du comité pour le développement du village pense connaître la réponse. Younoussa Diop. Depuis le temps de Djamé, nous ne voyons rien de la part de l'État, même pas un petit projet. Et d'ajouter, tant que les choses n'évoluent pas ici à Bara, il y aura toujours des candidats à l'immigration clandestine. Une remarque que partage le rescapé Baba Seynindour. RFM à Banjul, Ouri Diallo. La majorité siégeant au sein du dialogue politique sort en communiqué pour apporter des précisions suite à une information parue dans la presse du jour. Il est écrit que la majorité n'a jamais fait une proposition pour la suppression de la limitation des mandats présidentiels. Le communiqué signé du coordonnateur pôle majorité, Benoît Sambou, ajoute qu'il n'a jamais été non plus question, ni dans les séminaires ou échanges préparatoires aux réunions du groupe, d'une telle question de la suppression de la limitation des mandats présidentiels. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Binta. Événement tragique entre la Mauritanie et le Sénégal. Une députée mauritanienne propose une loi pour l'éclatement de la vérité. La loi va porter sur la création d'une commission vérité et réconciliation. Il s'agira surtout d'évoquer les violations des droits de l'homme entre 1989 et 1991. Les détails à Nouakchott avec Mohamed Diop. Passif humanitaire ou année de braise sont deux expressions très utilisées en Mauritanie pour marquer cette période allant de 1986 à 1990, période durant laquelle quelques 70 000 Noirs mauritaniens étaient expulsés vers le Sénégal ou le Mali. C'était sous le régime de l'ancien président Maouya Ould Sidi Ahmed Taya. Aujourd'hui, l'État mauritanien reconnaît sa responsabilité. Quelques victimes ont été indemnisées. Également, des retours de réfugiés mauritaniens au Sénégal ont été organisés suivant un accord tripartite entre le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Mauritanie et le Sénégal. Mais une loi d'amnistie votée en 1993 empêche la poursuite des présumés auteurs de ces violations. Ce projet de loi porte sur l'abrogation de cette loi d'amnistie, mais également sur la création d'une commission de vérité et de réconciliation pour tourner définitivement la page sur cette question. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Guinée-Bissau, c'est parti pour la campagne électorale en vue du second tour de la présidentielle. Les quelques 760 000 électeurs doivent choisir entre Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoko Mbalo. Ce sera le 29 décembre. Le candidat du PAIGC va démarrer sa campagne par un grand meeting politique non loin de Bissau. Quant à Mbalo, il fera du porte-à-porte. Noa Monkali à Bissau. Domingos Simoes Pereira commence la campagne électorale à Bissau par une discussion avec les étudiants et les journalistes. Puis il va se rendre à Boula, situé à 16 km de la capitale Bissau, où il va démarrer aussi son meeting populaire. Quant au candidat Oumar Sissoko Mbalo, lui, il a prévu son premier meeting populaire de la campagne porte-à-porte dans la capitale Bissau. Domingos Simoes Pereira, candidat soutenu par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAIGC, avait obtenu 40,5%
13,13% des suffrages des électeurs bissau-guinéens au premier tour. Son rival direct Oumar Sissoko Mbalo, soutenu par le mouvement pour l'alternance démocratique Madem G15, est venu en deuxième position avec 27,65% des voix. Les deux candidats ont jusqu'au 27 du mois en cours pour convaincre les 760 000 électeurs bissau-guinéens. Au cours des dernières semaines à Bissau, les partis politiques et les candidats qui avaient participé au premier tour avaient exprimé leur soutien à leur candidat. Malgré le soutien exprimé par les différents partis et anciens candidats, il appartient à plus de 760 000 électeurs bissau-guinéens de décider qui sera le prochain président de la Guinée-Bissau le 29 décembre prochain. Nouamenkeli Bissau, RFM. Et en Côte d'Ivoire, le PDCI et le FPI auront chacun un candidat à la présidentielle de 2020. Les deux partis en ont fait l'annonce lors d'une conférence de presse commune tenue hier jeudi. Le Front populaire ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Henri Konan Bédié sont déterminés à faire partir Alassane Ouattara. Même si l'opposition n'obtient pas la réforme voulue de la commission électorale indépendante, les deux formations ne comptent pas boycotter le scrutin. Pour le moment, on ignore les personnes qui vont représenter d'une part le FPI et d'autre part le PDCI. Des partisans de Laurent Gbagbo ont évoqué son retour et son éventuelle candidature. En Algérie, Abdelmajid Tebboune élu président. Il remporte la présidentielle dès le premier tour. Abdelmajid Tebboune a obtenu plus de 58% des suffrages. Le taux de participation, 39,93%, est une abstention record selon plusieurs observateurs. Koumba Sandiane Faye. Abdelmajid Tebboune, ancien ministre puis chef de gouvernement du président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 74 ans, a été élu dès le premier tour pour lui succéder à la tête de l'État algérien. Selon l'autorité nationale des élections, Abdelmajid a recueilli 58,15% des suffrages, indique le président de l'autorité nationale des élections, Mohamed Charfi, au lendemain d'un scrutin marqué par une abstention record. La participation a été de 40%, ajoute le président de l'autorité qui s'adressait à la presse. Ces scrutins organisés pour élire le successeur d'Abdelaziz Bouteflika, emporté par un mouvement populaire massif de contestation du pouvoir, étaient catégoriquement rejetés par les contestataires qui y voyaient une manœuvre du régime pour se régénérer. Contraire à la démission en avril lors d'une élection présidentielle qui devait être massivement boudée. Depuis 9 mois, les Algériens refusent la présidentielle imposée par les militaires et réclament un changement de régime. Abdelaziz Bouteflika est aujourd'hui tombé, mais la guerre n'est pas encore finie. Les contestations de l'élection de Abdelmajid persistent encore. Koumba Sandiane Faye, c'est la fin de ce journal international Binta. Fin du marathon budgétaire 2019-2020. On évalue d'un point de vue, ce sera à partir de 12h35 et ce sera avec Aïmerou Ning, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, et Aïda Mbodj, député de l'Alliance nationale pour la démocratie And Sahel Sénégal, député non inscrite. Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Binta Diallo. Nous démarrons avec du football. Ligue 1 début demain de la deuxième journée. 2 rencontres en attraction. La première doit se jouer au stade Fodewad de Sali entre Djambar et Casasport de Ziguinchor. Match prévu à partir de 16h30. 30 minutes après, c'est le début du côté du stade Léopold Sédar Senghor entre le Giraffe et AS Pikine. Mais avant cela aussi au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. À 16h30, Teungueth FC fait face à l'Union sportive de Gorée. Dimanche, pour la suite de cette deuxième journée, au stade Alassane Djigo de Pikine à 16h30, Dakar Sacré-Cœur contre Stade de Mbour. Au stade Ndiarème de Guédiawaye à la même heure, AS Douane fait face à Nyari Tali. Au stade Caroline Faye de Mbour à 17h toujours dimanche, Mbour contre Génération Foot. Au stade Albouri Ndiaye de Louga 17h, Ndiambour de Louga contre le SNEPS Excellence de Thiès. La Ligue 2 aussi va entamer sa deuxième journée. Une première rencontre devant se jouer déjà demain samedi. Fatick à 16h30, Diamonol Fatick y accueille la Renaissance de Dakar. Dimanche pour la suite des rencontres au stade Caroline Faye de Mbour, 15h Demba Diop FC de Mbour contre Thiès FC. Au stade Ngalandou Diouf de Rufisque à 16h30, Port y accueille l'Union sportive de Ouakam. Au stade Mawade Wade de Saint-Louis à 16h30, Linguère de Saint-Louis contre Amitié FC. Au stade La Dior de Thiès, 17h toujours ce dimanche, Africa Promo Foot fait face aux huiliers de la Sonacos. Lundi pour la suite des rencontres au stade Alassane Djigo de Pikine à 16h30, Duc contre EJ Fatick. Et puis l'autre rencontre de cette deuxième journée va mettre aux prises au stade Amadou Barry à 16h30, Guédiawaye Football Club à Keur Madior. Sadio Mané
au PSG le projet en gestation. Oui, le PSG serait sur les traces de Sadio Mané pour tenter de l'enrôler au cas où Neymar quitterait le club francilien. Le moment n'est pas opportun pour l'attaquant sénégalais de quitter, d'après Abdoulaye Diaw, chroniqueur. Il était ce matin dans RFM Matin. Liverpool est plus coté que le Paris Saint-Germain. Sur le plan financier, vous le dites, si ça peut se faire, si ça doit se faire, si lui doit le faire, Sadio Mané, simplement parce que, il a envie peut-être de gravir d'autres paliers sur le plan financier. Mais pourquoi quitterait-il Liverpool? Il y a aussi cette question qui doit être posée parce que Sadio Mané est dans la grosse vitrine de Liverpool. Il fait partie peut-être des 3 joueurs de Liverpool les plus cotés. J'ai entendu quelqu'un dire, s'il veut le ballon d'or, il doit partir de Liverpool ou du championnat anglais. Mais les Anglais ont eu leur tout premier ballon d'or au début des années 60. Sadio Mané n'était pas encore né en 1960. Le dernier ballon d'or anglais est justement de Liverpool. C'était en 2001, Michael Owen, en 2001 déjà. Alors, si ceux qui pensent qu'il doit quitter Liverpool pour le Ballon d'Or, mais Sadio Mané n'a jamais joué pour le Ballon d'Or. Je disais à quelqu'un, attention, au Ballon d'Or, on ne le programme pas, il vient à vous. Mais justement, Neymar était venu au Paris Saint-Germain pour, disait-on, gagner le Ballon d'Or. C'est tout à fait le contraire de... Oui, il a peut-être fait un mauvais choix, Neymar, en venant. La preuve, Babacar, vous le voyez, comment il se comporte à Paris. On a fini par dire qu'il était un mauvais professionnel. Tour d'horizon des championnats en Europe. Nous démarrons avec le championnat français qui est à sa 18e journée ce vendredi à 19h45. Lille contre Montpellier. Demain pour la suite des rencontres, l'Olympique de Marseille qui occupe la 2e place des places chez Metz à partir de 16h30. Autre rencontre à suivre dimanche entre Saint-Etienne et le leader Paris Saint-Germain à partir de 20h. En Espagne, c'est la 17e journée. Demain, samedi, Real Sociedad accueille l'FC Barcelone, co-leader avec le Real Madrid qui se déplace le dimanche chez Valence à partir de 20h. Mais dès ce soir, l'entame de cette 17e journée pour la Liga espagnole, 20h à Alaves contre Leganés. En Angleterre, c'est aussi la 17e journée. Liverpool, solide leader en ouverture de cette journée, fera face à Watford. Match prévu donc demain samedi. Leicester, son dauphin, joue contre Norwich toujours demain samedi à partir de 15h. Le choc de cette 17e journée en Angleterre va opposer Arsenal à Manchester City. En Italie, c'est la 16e journée. Au programme ce samedi, retenez que la Juventus de Turin accueille Udinese. Naples de Kalidou Koulibaly accueille demain samedi à partir de 17h. Parmi d'autres rencontres sont aussi prévues, bien entendu, concernant le championnat italien. Et puis, nous allons terminer avec le championnat allemand. C'est la 15e journée. Dès ce soir, à 19h30, Offenheim contre Augsbourg. Demain, samedi, pour la suite des rencontres, Mayence fait face à la formation de Borussia Dortmund. Le Bayern Munich, mal en point dans le championnat, accueille le Werder de Brême. Et puis le surprenant leader accueille donc la formation de le leader c'est Borussia Mönchengladbach qui se déplace dimanche chez Wolfsburg. Match prévu à partir de 14h30. C'est bien fini l'actualité des sports. Binta Diallo. Merci. On évalue la session avec Aïmerou Ning, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Bonjour honorable. Oui, bonjour madame. Alors nous recevons également Aïda Mbodj, député de l'Alliance nationale pour la démocratie Ande Sahel Sénégal, députée non inscrite. Bonjour honorable Aïda Mbodj. Aïda Mbodj que nous allons retrouver dans un instant. Honorable Aïmerou Ning, le marathon budgétaire 2019-2020, l'opposition est rentrée hier toute fâchée parce que le budget du ministère des Finances est passé sans débat. Est-ce que cela ne donne pas l'impression d'un goût d'inachevé? Oh non, je ne le crois pas, madame. Vraiment, parlons posément. Vous savez que le marathon budgétaire, c'est une série de 2 choses. Il y a eu les commissions d'abord élargies, les commissions de finances élargies, qui ont pris le temps qu'ils ont pris, plus maintenant les plénières. Les 32 ministres sont passés devant l'Assemblée nationale aussi bien en commission élargie qu'en plénière. Vous savez que cette année, on a introduit les budgets programmes. Oui. Ça veut dire qu'on ne vote plus des chapitres, on ne vote plus des lignes, mais c'est des programmes qui sont votés. Oui. La séance d'hier, c'était la séance de synthèse. Mais tous les ministères sectoriels sont passés à l'Assemblée nationale en commission et leurs programmes ont été visités, revisités
et les programmes ont été votés. Ça veut dire que l'Assemblée nationale a donné un cutus au gouvernement pour que l'argent qui doit être mobilisé pour l'exécution de ces programmes-là soit mobilisé dans le cadre de l'année 2020. À cela s'ajoute le fait qu'il y a un document de programmation pluriannuel des dépenses sur 3 ans, et ce programme pluriannuel des dépenses aussi a été voté, donc qui consacre les budgets et les engagements que les différents ministères peuvent faire en 2020, 2021 et 2022. Alors, à partir du moment où ces programmes-là ont été visités, discutés et votés par l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé hier maintenant, c'était la journée de synthèse. Oui, mais sauf que hier, honorable Aïmerou Gning, les députés non inscrits et ceux de l'opposition s'attendaient à avoir un débat franc avec le ministre des Finances, mais vous de la majorité, vous leur avez ôté la parole de la bouche. Non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, allez-y. Vous savez que quand on aborde le budget, c'était dans le cadre des dépenses communes. Les dépenses communes, c'est les réserves. Oui. Pour lesquelles nous n'avons pas pour le moment destiné leurs utilisations. Oui. Alors, quand il s'agit de lire le rapport des dépenses communes, la conclusion du rapport disait ceci, que satisfait les commissaires en commission élargie, satisfait des réponses qui étaient apportées par le ministre des Finances en l'occurrence, avait adopté à la majorité et sans débat les programmes du programme commun, c'est-à-dire que le budget des dépenses communes. Alors, comme on était 57 députés inscrits. Oui. Si les députés devraient prendre 5 minutes. Oui. L'opposition et la majorité. Il y avait 17 députés de l'opposition et des non-inscrits et 40 députés de la majorité. Oui. Le débat nous aurait amené à 23h45 minutes. Oui. Avec les explications de vote, on allait déborder 0h. Oui. Et donc, un député de la majorité a proposé que conformément à ce qui s'était fait lors de l'examen du budget en commission, puisque la recommandation était justement de faire autant que ce qui a été fait au niveau de la commission élargie, qu'on pouvait donc voter le budget sans débat. Oui, nous avons Aïda Mbouit qui est député de l'Alliance nationale pour la démocratie en Sahel Sénégal. J'allais dire, est-ce qu'il n'était pas aussi beaucoup plus pertinent de donner la parole à l'opposition pour qu'elle puisse donner également son point de vue sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Honorable Aïda Mbouit, bonjour. Bonjour. Alors moi je disais, est-ce que ce qui s'est passé hier ne donne pas l'impression d'un goût d'inachevé? Mais justement, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs. Je salue aussi mon frère Aïmerou, mais vous avez parfaitement raison. Ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Et nous-mêmes, en tant qu'opposants, nous ne pouvions pas soutenir effectivement cette décision. Parce que d'abord, il faut commencer par le commencement. Le ministère de la Famille, qui devait passer le matin, a bel et bien terminé avant 15h. Donc, à 15h30, les députés étaient dans la salle. On pouvait prendre les dispositions, d'autant plus qu'on avait accepté de ne pas débattre autour des dépenses communes. Et ce qui se passe, c'est que le président Aïmerou Gning doit vous avouer que lui-même était pour le débat, parce qu'il a donné une liste. Oui. Le groupe de l'opposition a donné une liste. Les non-inscrits ont donné une liste. À partir de ce moment, le débat était organisé. C'est ça qu'on appelle un débat organisé. Oui. On était d'accord pour un débat organisé. Et effectivement, il y avait lieu, ne serait-ce que eux, pour les dédouaner, ne serait-ce que eux, pour leur permettre de répondre aux questions de l'opposition et de ne plus nourrir un débat contradictoire ailleurs. Oui. Parce que même si on ne nous laisse pas parler à l'Assemblée, heureusement, vous êtes là, nous pouvons parler dans les médias. Et moi, en âme et conscience, je l'ai déjà dit, pendant les 60 jours que nous avons été accompagnés par le ministre, Abdoulaye Daouda Diallo, j'avais des suspicions au début, j'avais du scepticisme, parce que je me disais qu'on avait l'habitude de recevoir 2 ministres, c'est-à-dire un ministre des Finances et un ministre du Budget, mais sérieusement, il a assuré. Il a assuré, à partir de ce moment, c'était même avantageux pour eux de nous laisser parler pour qu'on puisse poser nos questions
introduire un débat contradictoire et recevoir les réponses du ministre. C'était mieux pour le ministre qui passait pour la première fois en plénière avec son budget programme. C'était mieux pour le gouvernement qui avait l'occasion d'étaler. Mais peut-être qu'il y avait tellement de scandales la veille avec les... En tout cas, on a entendu le ministre Aïda Mbodj dire qu'il était prêt pour le débat, mais il y a eu également des écarts de langage entre députés de la majorité et est-ce que cela n'a pas renvoyé une image, une fausse image, une autre image négative à l'opinion? Parce que moi, l'avis contraire, quand le député de la majorité a proposé une séance sans débat, l'avis contraire n'émanait pas de l'opposition. L'avis contraire émanait bien et bien de la majorité. Et moi, je donne raison à celui qui a émis l'avis contraire. Parce qu'effectivement, on devait débattre. Et je suis sûre qu'il est plus jeune qu'eux, mais je suis sûre qu'il a été très politique en émettant un avis contraire. Oui. Parce qu'effectivement, c'était pas bien pour le ministre, c'était pas bien pour le gouvernement. Ça mettait mal à l'aise l'Assemblée parce que moi, je n'ai raté aucune commission. Je n'ai raté aucune plénière. Donc, ce qui veut dire que vous étiez également témoin des écarts de langage qu'il y a eu au sein même de cette majorité. C'est-à-dire, le problème, c'est que ce que Aïmerou doit dire, il ne le dira jamais parce que je connais sa correction, je connais sa sagesse. C'est que lui-même n'arrive pas à les contrôler. Or, ça, c'est extrêmement grave. Il faudrait peut-être aller plus loin, demander au président qui a choisi lui-même ses députés de renforcer davantage Aïmerou, de renforcer son autorité pour qu'il puisse avoir une autorité sur les autres. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une armée mexicaine qui va dans tous les sens. Oui. Aïda Mbodj que nous allons retrouver à 13h, le temps de donner la parole à Aïmerou Gning pour qu'il puisse répondre aux interpellations de la députée de l'Alliance nationale pour la démocratie. Vous étiez pour le débat et que vous n'arrivez pas à contrôler vos troupes au niveau de l'Assemblée nationale. Non, c'est totalement faux. Vous savez, je vais vous dire, madame, avec tout le respect que je dois à madame Aïda Mbodj, qui est ma sœur, nous n'avons aucun problème dans notre majorité. La question qui a été posée, c'est que nous avions voulu organiser le débat. Eux, ils ont choisi 17 personnes. Et nous avions choisi 40 personnes. 17 personnes, ça veut dire qu'un député sur deux de l'opposition et des non-inscrits devait prendre la parole. Et chez nous, 40 personnes, ça veut dire un député sur 3. C'est même moins d'un député sur 3. Mais devant les faits, il faut se rendre compte que si nous devions prendre tous la parole, on aurait fini à 23h45 minutes. Et ça, c'est sans tenir compte du fait que les députés... Mais vous auriez pu organiser le débat en diminuant les temps de parole, par exemple, ou bien? Non, on ne peut pas. Parce que c'est pas la conférence des présidents qui avait décidé d'organiser ce débat-là. Pour organiser un débat, il faut que ça passe par la conférence des présidents, madame. Ce que je vous dis est très technique. Et madame Aïda Mbodj le sait très bien. Nous avions juste trouvé un consensus pour pouvoir faire le débat. Mais je vous dis encore une fois que le fait de n'avoir pas fait le débat n'a pas empêché qu'il y a eu 18 demandes d'explication de vote et que l'opposition, quand même, a pu dire ce qu'elle voulait dire parce que dans ces 18 explications de vote, il y en a eu 8 de l'opposition. Alors, vous voyez, moi je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Et sur la majorité que vous n'arrivez pas à contrôler? Oh non, soulevée par Aïda Mbodj. Non, madame Aïda Mbodj, je la respecte. Comment s'expliquent les écarts de langage qu'il y a eu tout au long de cette session alors? Ah non, moi je n'ai pas vu d'écart de langage. Quel écart de langage, madame? Entre Moustapha Cissé Lo, les gens se sont battus à l'intérieur même. Non, madame, ça c'est totalement autre Farba Ngom. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que quand il y a des problèmes dans la vie nationale, ces problèmes-là déteignent à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est le lieu de débat politique par excellence. Donc il ne faudra pas caractériser à partir des éléments qu'il y a eu d'un député ou deux pour généraliser. Est-ce que le débat politique veut dire s'insulter et se battre même au sein de l'Assemblée nationale? Mais assurément non, mais personne ne s'est battu à l'Assemblée nationale. Il y a eu peut-être des mots, ils ont failli se battre. Oui. Non, mais écoutez, madame.
Il ne faut pas dramatiser. Je sais que vous aimez le sensationnel. Non, pas du tout. Vous parlez à l'opinion qui n'a fait que constater ce qui s'est passé. Justement, je parle à l'opinion. Oui. Je ne peux pas accepter effectivement qu'il y ait des écarts de langage. Oui. Mais c'est le Sénégal qui est comme ça. Vous voulez que moi je transforme les Sénégalais? Chacun vient de chez lui avec une correction, avec une éducation. Et si ça déteint au niveau de l'Assemblée nationale, quelle est la responsabilité du groupe? Quelle est la responsabilité du président du groupe? Ça n'a pas de sens. Moi, ce que je dis, encore une fois, et vous m'interpellez par rapport au débat d'hier, je vous dis que par rapport au débat d'hier, ça a été heureux qu'on propose de voter le budget des dépenses communes sans débat, parce que si on ne l'avait pas fait, aujourd'hui, on se trouverait dans une situation où le Sénégal n'aurait pas voté son budget. Voilà ce que je vous dis. Voilà. Et nous sommes tenus par des délais constitutionnels. Absolument. Alors, nous allons vous retrouver dans un instant. Ce sera avec Honorable Aïda Mbodj. Ce sera dans le journal de 13h. Voilà qui met fin à ce grand journal. Grand merci à Alun Ba, qui était à la technique, à la réalisation. Georges Détché-Diop. Barthélémy Ngom sera là dans un instant pour le 13h. Tout de suite, Allô Présidence.